5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Banikoara, la ville, serait-elle en train de se fragiliser du fait des incursions répétées de groupes terroristes loin d'une rhétorique du chaos? Ce sont des inquiétudes mises en évidence dans le rapport du Timbuktu Institute. C'est un think tank, un centre de recherche africain pour la paix basé à Dakar. Intitulé « Éviter une crise sécuritaire à Banikoara », le document élaboré à partir d'une enquête du terrain début mars met en lumière les réalités de cette région proche du Burkina Faso. Dans 5 sur 7 matin de ce lundi, nous allons donc interroger ceux-là même qui, de jour comme de nuit, nous permettent de dormir sur nos deux oreilles, qui n'entendent céder aucun centimètre carré du territoire à l'ennemi. Nous serons avec l'armée pour comprendre ce qui se passe dans cette région de notre pays et pourquoi pas éventuellement contrebalancer les écrits contenus dans ce document du Timbuktu Institute. En plateau avec moi pour cet exercice, le colonel Faïzou Gouminan. Il est le chef d'état-major de la garde nationale. Bonjour et bienvenue, colonel. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir partagé. Pour avoir des informations de première main. En face de vous, ce matin, Dr Abdelaziz Moussi, ancien chercheur à l'université de Parakou, laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local. Il est spécialiste des questions d'économie criminelle, de radicalisation et d'extrémisme violent. Il a coordonné plusieurs projets sur les dialogues communautaires, la résilience et la prévention de l'extrémisme violent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir également sur 5 sur 7. Le plaisir est partagé. Alors, merci. Colonel, j'ai envie de vous demander comment se porte le nord de notre pays. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est complètement maîtrisée, mais demeure toutefois imprévisible. C'est vrai. Le début de cette année a été marqué par une intensification des attaques des groupes armés terroristes contre nos positions, notamment celles situées sur les frontières du Burkina et du Niger. Et ce qui a le plus fait couler d'encre, c'est l'attaque du 8 janvier au point triple, Bénin, Niger, Burkina Faso. Mais après cela, il y a eu d'autres attaques qui ont eu un retentissement moindre en raison du fait que nous avons pris des mesures pour corriger des failles qui ont été constatées et revoir notre dispositif en profondeur. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la situation est totalement sous contrôle? Absolument. Mais il n'en demeure pas moins, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'il peut y avoir toujours des incursions qui arrivent sur cet espace que nous contrôlons. Alors aujourd'hui, on va dire une région ciblée principalement dans un rapport sorti, publié par Timbuktu Institute, qui est un think tank, notamment la région de Banikoara. Est-ce à dire que la situation de Banikoara est particulière? Elle n'est pas du tout particulière. J'ai lu le rapport qui parle des fragilités économiques et sociales des jeunes, fragilités qui facilitent leur enrôlement et leur collaboration avec les criminels qui terrorisent les populations. Et ce rapport émet des doutes sur l'approche sécuritaire que nous avons qui est jugée excessive. Mais en réalité, c'est un rapport que moi je trouve excessif et alarmant. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur des choses qui sont dites et qui s'approchent de la réalité, mais il y a aussi des conclusions qui sont très vite tirées et qui ne sont pas conformes à la réalité. Donc ma présence ici, sur ce plateau, ce n'est pas du tout de répondre à ce rapport, mais de présenter le narratif des forces armées béninoises sur la situation sécuritaire à nos frontières telle qu'elle se présente aujourd'hui. D'accord, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Le temps pour moi de me tourner vers le docteur Moussi. Est-ce que vous connaissez un peu le think tank qui a publié ce rapport, le Timbuktu Institute? Bonjour, monsieur le journaliste. Bien sûr que je connais bien l'Institut Timbuktu. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont publié un rapport sur le Bénin. Je pense que ça doit être la troisième fois, le troisième rapport sur le Bénin. Et déjà en 2023, ils avaient déjà publié un premier rapport pour un peu attirer l'attention des autorités béninoises sur une répétition de la situation du Sahel.
Et cette année, disons fin 2024, aussi, il y a eu une publication également sur l'ensemble des départements, non, les 4 départements du nord du Bénin. Et je crois que ce 3e rapport fait un focus sur la commune de Banikwara, qui n'est pas une commune spécifique par rapport à la situation de l'extrémisme violent qui sévit dans le nord du Bénin. Je pense qu'il y a eu, comme l'a dit le colonel, un certain nombre d'éléments qui sont rapportés et qui sont aussi, disons, interposables à certaines communes du nord du Bénin et qui vivent presque la même réalité que Banikwara aujourd'hui. Alors, les témoignages de ce rapport, qui sont contenus dans ce rapport, révèlent une infiltration profonde des terroristes dans le tissu social de Banikwara. Est-ce que vous pensez que c'est alarmant ou c'est la copie de la réalité? Alarmant, je ne saurais le dire, mais je sais qu'il y a quand même eu des infiltrations, il y a eu des complicités locales dans des communes qui sont frontalières avec ces zones-là. Et ça, c'est quand même la réalité. Je pense que depuis quelques années, on a quand même observé que les communautés locales contribuent d'une certaine façon, soit du point de vue logistique, soit aussi en termes d'information, disons, à la réussite ou au succès de certaines opérations qui sont menées par ces groupes extrémistes violents dans le nord du Bénin. Donc une infiltration, je pense que oui, mais est-ce qu'elle est profonde? Peut-être que le colonel va nous donner plus de détails sur ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des complicités locales qui soutiennent ces organisations-là et qui font que malheureusement, ils arrivent à réussir certaines actions sur le territoire béninois. Et je suis même tenté de dire qu'au-delà de ces infiltrations, on a quand même des acteurs locaux qui sont des chevilles ouvrières donc, de ces organisations extrémistes violentes et qui contribuent pour beaucoup au succès donc, de leurs opérations sur le territoire national. Ce qui, de mon point de vue, tend à écarter un peu aussi l'idée qu'on a toujours véhiculée en disant que c'est des étrangers qui arrivent, qui frappent sur le territoire et qui retournent. Il y a quand même des acteurs locaux qui soutiennent ces acteurs-là et qui, malheureusement, donnent l'impression que de plus en plus, il y a un certain ancrage local de ce phénomène-là avec tous ces soutiens qu'on peut dénombrer dans les différentes communautés. Alors, colonel Gominan, on vous a connu par le passé, avant que vous n'accédiez à vos nouvelles fonctions de chef d'état-major de la garde nationale. Vous avez été le commandant de l'opération Mirador, du nom de cette opération donc antiterroriste dans le nord de notre pays. Aujourd'hui, cela ne fait pas moins de vous donc un homme moins présent sur le terrain, sur le front terroriste également. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle dans le nord Bénin pour rassurer les populations qui y sont? Quand on lit ce rapport, a priori, on a un peu froid dans le dos, on se dit, est-ce que c'est effectivement ce qui se passe ou aujourd'hui, n'importe qui peut vous rencontrer dans une de ces régions-là de notre pays peut vous paraître a priori suspect? Alors, je peux vous rassurer et rassurer la population de Banikwara et toute la population béninoise que le phénomène est maîtrisé. Il est maîtrisé, il ne veut pas dire qu'il est complètement vaincu. Il peut y avoir des infiltrations, il peut y avoir encore des coups qui sont portés. Mais la population de Banikwara dont on parle, comme l'a dit le docteur Moursi, cette région n'est pas particulière. Au fait, toutes les communes qui sont frontalières aux 2 parcs, la commune de Tangueta, la commune de Materi également, vivent les mêmes choses. Je peux vous dire que c'est des régions, vous prenez Banikwara, c'est une région qui est caractérisée par le fait qu'il y a une zone habitée, Banikwara Centre et les périphéries, et une zone qui n'est pas du tout habitée, les parcs, très vaste. L'attaque qu'il y a eu au Point Triple s'est produite à plus de 70 km de Banikwara, le Point Triple Bénin, Burkina, Niger. Je vais vous donner un ordre de grandeur du parc W, partie Bénin. Le parc W, partie Bénin, c'est quand même 5000 km², un peu plus de 5000 km². Ça fait le plateau, plus l'Ouémé, plus le littoral, plus une partie de l'Atlantique. C'est pour vous dire que c'est très vaste à contrôler.
Mais il n'en demeure pas moins que nous mettons tous les efforts pour assurer la sécurisation de cette zone et éviter que la menace arrive dans les centres-villes. Imaginez, lorsque vous prenez Banikwara et que les écoles sont toutes ouvertes, les marchés s'animent, les agriculteurs vont au champ. Banikwara, même une équipe de première division reçoit des matchs sur son sol. Est-ce que ces conditions-là sont des conditions d'une région où l'insécurité est alarmante? Je ne pense pas. Alors, dans ce rapport, j'y reviens encore à ce rapport du Timbuktu Institute, il est pointé du doigt, on va dire, une forme d'infiltration profonde et des témoignages recueillis sur le terrain. Les populations sont davantage fragilisées et ont davantage peur d'aller dénoncer parce qu'ils estiment ou elles estiment, ces populations-là, que si vous dénoncez X ou Y et qu'on arrive à savoir que c'est vous, c'est en griffe que vous êtes dans la merde. Qu'en est-il aujourd'hui du renseignement, de la coopération, de la collaboration avec les populations? Elle est bonne. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens comme le Dr Moxie qui œuvrent pour l'ennemi. En réalité, depuis que nous avons pris le contrôle de la RNIE 7, c'est la route nationale inter-État qui quitte Banikwara et rentre dans le Burkina et qui passe par Diapaga, les trafics, le ravitaillement vers le Burkina a été asséché. Et nous avons pris l'option d'assécher les groupes terroristes en termes de ravitaillement logistique, carburant, vivres, pièces de rechange de motos et tout ce qui va contribuer à l'effort de guerre du côté ennemi. Face à ce blocus, les groupes terroristes, par des complicités locales, essaient quand même de convaincre les populations à s'adonner à ce genre de trafic pour leur apporter cette logistique dont ils ont besoin. Donc, il y a plein de gens qui passent par des chemins détournés, par des pistes qui rentrent dans les parcs ou par les points de passage au niveau du Mékrou qui constitue la frontière entre le Burkina et le Bénin. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux tombent sous peut-être les balles des soldats parce que de nuit, lorsqu'ils passent, on ne peut pas faire la différence entre un terroriste et un ravitailleur de terroristes ou un citoyen lambda, étant donné que c'est la zone de prédilection des terroristes, c'est le cheminement utilisé par les terroristes. Oui, c'est vrai, il y a quelques complicités au sein de la population qui vont en faveur des groupes armés terroristes. On pointe du doigt aussi la solution du tout militaire presque qui est en train d'être déployée par le Bénin pour endiguer le phénomène qui serait, on va dire, contre-productif. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, le Bénin ne fait pas du tout militaire, je suis désolé. L'armée fait le militaire, mais les autres structures contribuent largement, chacun de son côté, à l'éradication de ce phénomène. Vous avez vu, il y a des constructions de routes, il y a des constructions d'infrastructures communautaires. Ce n'est pas du tout militaire. Il y a des sensibilisations qui sont faites, il y a des dons qui sont effectués au profit de ces populations. Ce n'est pas du tout militaire. Donc, je balaie du revers de la main ceux qui pensent que ce que nous faisons, c'est du tout militaire. Peut-être que c'est la partie la plus visible, mais beaucoup de choses se font du côté civil. D'accord. Alors, docteur Moxie, vous avez lu ce rapport dans lequel on parle de ces jeunes qui ravitaillent, le colonel l'a évoqué tout à l'heure, ces jeunes qui ravitaillent donc, les terroristes, notamment en carburant, parce que cela serait une filière totalement porteuse. Comment on fait pour, on va dire, mettre fin à cette pratique? Mettre fin à cette pratique, je pense qu'il y a eu des dispositions qui sont prises. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction de la sortie du carburant au-delà des frontières du territoire national. C'est une des mesures phares du gouvernement. Mais je pense qu'il y a aussi les forces de défense et de sécurité qui contrôlent ces sorties-là et qui mettent quand même des blocus pour que on n'ait pas vraiment une sortie massive de cette logistique, de ce carburant avec les groupes extrémistes violents. Mais je voudrais rappeler quand même que
la présence de ces groupes représente aussi un enjeu important pour beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de précarité, mais surtout des jeunes qui sont habitués à des activités illicites, informelles dans ces zones. Je le dis encore une fois, Banikwara n'est pas une spécificité. Toutes les communes qui sont dans cette zone sont des communes où les jeunes sont dans des activités informelles depuis toujours. Ce n'est pas la présence de ces groupes qui a créé ces trafics-là. Plutôt, ces groupes ont contribuer à renforcer ou à agrandir les activités parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers qui y a derrière donc ces activités. Prenez un exemple, lorsque ces jeunes-là parviennent à vendre le carburant à ces groupes extrémistes violents, le bidon de carburant, c'est entre 50 000 et 75 000 francs. De l'autre côté de la frontière, le litre de carburant est à 5 000 francs. Vous imaginez, donc dans un contexte comme ça, où à la fois les groupes terroristes ont besoin de ce carburant, mais aussi les populations burkinabées qui se retrouvent de l'autre côté et qui ont des difficultés à avoir accès à ce carburant, manifestent aussi cette envie-là. Naturellement, ça devient un enjeu et beaucoup de jeunes sont prêts à risquer leur vie pour pouvoir, non pas forcément pour fournir les terroristes, mais pour aller vendre ce carburant-là de l'autre côté de la frontière à n'importe qui. Ça peut être des terroristes, ça peut être aussi des citoyens simples, parce que la chose a pris de l'ampleur, la chose a pris de l'intérêt, et c'est la même dynamique qu'on observe tout au long des espaces frontaliers que nous avons avec le Burkina, mais aussi avec le Niger, où les populations locales ont des difficultés à s'approvisionner en carburant. Donc s'il y a des jeunes qui risquent leur vie pour le faire, c'est principalement parce que cela a un intérêt financier important. Et je pense que n'importe quel jeune qui se retrouve dans ces zones, quand il se rend compte de la rentabilité de cette activité, beaucoup de jeunes sont prêts à s'engager. On a eu des déclarations de jeunes qui ont dit qu'ils sont prêts à le faire tant que cela peut leur procurer des ressources. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. D'accord. Alors, oui, allez-y. Aujourd'hui même, les prix sont encore plus élevés. Le bidon que les gens achètent à 8 500, 9 000, les bidons sont revendus à 85 000, 90 000. Voilà. Donc, c'est extrêmement tentant. Et malheureusement, nos jeunes, certains jeunes, se laissent prendre par ce tapas et essaient d'annuler ce carburant, de faire ce trafic au profit des groupes armés terroristes. Alors, colonel, il y a quand même des faits qui sont... on va dire des accusations assez graves portées contre l'armée béninoise mentionnées dans ce rapport. On parle d'exécutions sommaires, d'arrestations sans enquête approfondie, menant à la criette des personnes juste signalées par des témoins et qui alimentent la méfiance des populations vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Que répondez-vous à cela? Alors, les allégations d'exécutions sommaires ne sont pas avérées. Par contre, il faut prendre en compte le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui impose vigilance et anticipation vis-à-vis de toute personne illégalement armée ou apportant de la logistique aux criminels, perturbant ainsi les populations locales. Vous savez, on dit souvent agir d'abord, corriger ensuite, mais ne jamais rester inactif. Lorsqu'on nous fait des dénonciations, lorsque les populations viennent nous signaler des complices ou des terroristes, notre première action, c'est d'interpeller. C'est d'agir. C'est d'agir. Nous confions à la police pour la poursuite de l'enquête. Il nous est arrivé plusieurs fois, nous-mêmes, d'intercéder auprès de la criette pour que des personnes que nous avons convoyées à ces lieux soient relâchées parce que nous avons eu des preuves contraires aux accusations qui sont portées. Donc il est important, dans le cadre dans lequel nous sommes, d'agir et très rapidement. Mais cela, de l'avis de certaines personnes, radicalise davantage les populations. Pas tout à fait. Parce que c'est de rien faire qui est un problème. Ne rien faire va exposer les populations à la violence, beaucoup plus à la violence. Ne rien faire, c'est exposer également les forces de défense et de sécurité aux attaques. Donc il faut rapidement agir, comme je le dis, mais suivre les dossiers. Corriger ensuite s'il y a des failles, mais ne jamais rester inactif
et ne jamais rester sans réagir lorsque des dénonciations sont faites. Alors, on vous reproche souvent de ne pas communiquer suffisamment autour de vos exploits, quitte à laisser l'ennemi communiquer, lui, autour de ce qu'il peut appeler ses succès. Est-ce que ce n'est pas tout ça aussi qui alimente, on va dire, cette rhétorique de la mort, cette rhétorique du chaos dans le nord du Bénin? Oui, c'est vrai que nous avons fait l'option de ne pas trop communiquer. Aujourd'hui, des réflexions sont en cours pour voir ce qui peut être rapidement cédé à la presse, ce qui peut être cédé à la population, pour que les gens puissent savoir ce que nous sommes en train de faire. Je peux vous assurer que nous faisons un excellent boulot sur le terrain. Vous êtes tranquille à Cotonou ici. La menace, elle est maîtrisée dans le nord. Ailleurs, on va dire dans un pays d'à côté, on va dire les exploits militaires sont racontés dans le 20h avec beaucoup d'emphase, quitte à mettre les populations, on va dire, en confiance. Est-ce que ce n'est pas tentant aussi? Sans verser bien sûr dans la théâtralisation. Je vous invite à aller suivre ce qui se passe exactement dans ces pays qui vantent les actions militaires. Oui, c'est vrai, certaines choses sont faites, sont bien faites, mais il y en a aussi beaucoup qui sont moins bien faites. Je vous l'ai dit tantôt, nous avons pris l'option de ne pas trop parler. C'est vrai, à certains moments, ça se retourne contre nous, parce qu'on laisse la place aux autres de s'exprimer, et même de s'exprimer à notre place. Les réflexions sont en cours. Nous avons un porte-parole au niveau des forces armées béninoises, et ce porte-parole, toutes les fois qu'il y a des choses qui peuvent être dites, elles sont dites. D'accord. Alors, docteur Moussi, aujourd'hui, le rapport préconise un assouplissement fiscal et des soutiens économiques, des subventions, crédits pour réduire la vulnérabilité des jeunes ainsi qu'une approche sécuritaire repensée. On parle de privilégier le renseignement collaboratif et des initiatives civilo-militaires, donc des projets communautaires pour restaurer la confiance et contrer l'influence des groupes terroristes qui se présentent en protecteurs des populations marginalisées et ostracisées. On est là sur des approches quand même classiques. Oui, c'est des approches classiques, mais vous me permettrez peut-être de répondre à votre question que vous avez posée au colonel par rapport à la communication. Je pense que le silence nuit beaucoup à l'armée béninoise, ça il faut le dire. Nous qui avons peut-être l'opportunité de faire le terrain, nous entendons plein de choses que les populations disent, qui sont peut-être pas forcément fondées, mais qui reste quand même la perception qu'ils ont par rapport à certaines actions qui sont menées par l'armée sur le terrain et qui sont déplorées par ces populations-là, notamment les tueries, notamment les enlèvements de certaines personnes sans que la population ne comprenne quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi ces personnes-là ont été emportées à la criette, etc. Et beaucoup de familles déplorent ce comportement de l'armée, malheureusement sur lesquels il n'y a pas beaucoup de communication. Mais ce vide laisse aussi beaucoup de supputation, ça laisse beaucoup de réactions qui ne sont pas forcément fondées, pour lesquelles on n'a pas forcément les explications, mais qui restent quand même des points de vue de ces communautés par rapport à ce qu'elles vivent au quotidien dans leur rapport avec l'armée sur cette question-là. Maintenant, sur les solutions, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de... J'ai lu le rapport, il y a beaucoup de propositions qui sont faites, mais je pense qu'il faut aussi attaquer les solutions doivent être structurelles. Je pense qu'apporter des aides de manière ponctuelle, ce n'est pas forcément cela, parce que les raisons qui sous-tendent ces actions, qui sous-tendent le terrorisme dans cette zone sont des raisons profondes qui sont liées aux questions de justice sociale, qui sont liées aux questions d'infrastructure, qui sont liées aux questions de gouvernance, qui sont liées aux questions de participation citoyenne à l'action collective, qui sont liées aussi à des questions de développement communautaire, mais qui ne sont pas forcément adressées de manière juste pour pouvoir s'approprier
disons, les griefs de ces communautés-là qui justifient ces complicités que nous notons et qui, si on y prend garde, pourraient aussi conduire à un ancrage local de ce phénomène porté par des acteurs locaux, natifs. On a vu d'ailleurs dans les images, les dernières images, notamment à l'attaque du 8 janvier, on a vu des gens qui parlaient le bariba, on a vu des gens qui parlaient le dindi de Karimaman, etc. Donc, ça montre quand même que ce n'est pas que des étrangers qui sont sur ce terrain-là, c'est des gens qui connaissent le territoire, qui sont natifs donc de ce milieu-là et qui portent ces actions. Donc, je pense qu'il faut agir de manière structurelle sur toutes ces questions de justice sociale, ces questions de gouvernance, ces questions de services publics, ces questions d'inclusion, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, notamment l'accès à la terre, par exemple, qui reste une denrée assez importante pour une commune comme Banikwara. Vous avez des gens qui n'ont pas de terre pour faire le champ à Banikwara. Et parce que, justement, il y a beaucoup d'enjeux autour de ces questions-là. Et je pense que c'est des questions qu'il faut aborder peut-être à tête froide et réfléchir de manière profonde pour apporter les solutions. Ne pas forcément céder à la panique et apporter des solutions d'urgence qui ne vont pas être durables, maintenues dans le temps, parce que une fois que des effets passent, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Alors, colonel, l'État a construit aujourd'hui, a investi dans des bases avancées fortifiées qui font qu'aujourd'hui, ces bases-là, bien sûr, que plus ou moins en termes de quadrillage, en termes de présence de la force publique, c'est quand même assez visible, c'est quand même assez, on va dire, écarlate, on le voit. Mais à côté de ça aussi, que fait l'armée dans la prévention, dans la sensibilisation, dans la coproduction de la sécurité, comme vous le dites dans votre jargon? Effectivement, vous avez parlé de sensibilisation. Nous faisons suffisamment de sensibilisation auprès des populations riveraines pour la coproduction de la sécurité. Nous avons des personnes infiltrées qui nous apportent le renseignement. Et ces populations bénéficient également des nombreuses actions civilo-militaires, des soins gratuits. On fait des soins vétérinaires également, puisque c'est une population qui, globalement, fait de l'élevage. Donc, de façon régulière, nous faisons des actions civilo-militaires vétérinaires. Certaines infrastructures sont réalisées, des forages, par exemple, qui sont faits. Le rapport, en revenant sur votre question antérieure, le rapport lui-même, à la page 3, dit que les mesures, je lis, les mesures de sécurité prises par l'État béninois dans cette zone sont appréciables en général, selon les populations locales. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'avis sur le fait que ce que nous faisons n'est pas apprécié. Non, c'est suffisamment apprécié. Maintenant, par rapport à l'intervention du docteur Mossi, moi, je n'ai pas encore vu clairement les revendications de ces groupes qui nous attaquent. Il a parlé de revendications territoriales, les terres, il a parlé d'autres choses, de marginalisation, de mauvaise gouvernance, mais il n'y a aucune revendication formelle de ces groupes qui nous attaquent. Pour nos renseignements, nous, au fait, les groupes armés terroristes cherchent à contrôler les parcs. Les deux parcs. Lorsque vous regardez la carte du Bénin, vous allez voir au nord-ouest le Sahel, les mouvements du Sahel. Et du côté du Nigeria, Boko Haram. Donc le Bénin est une passerelle. Le nord du Bénin, c'est une passerelle entre ces deux groupes terroristes. Donc le contrôle des parcs permettra de faire le lien entre les mouvements du Sahel et Boko Haram. C'est ce qu'ils recherchent en priorité, le contrôle des parcs pour développer des trafics, le contrôle des parcs pour assurer leur ravitaillement logistique à partir du Nigeria directement, le contrôle des parcs pour avoir une liberté d'action pour leurs opérations. Très bien. Donc, en réalité, à côté des questions du djihadisme, il y a également du grand banditisme qui se développe dans la zone. Absolument. Absolument. Vous avez du cheptel qui est volé. Vous savez, un bœuf, il est à environ 300-400 000. Donc, quand les gens ils volent un cheptel de 100 bœufs, vous imaginez, c'est environ 40 millions CFA. Donc, il y a un grand banditisme qui se développe autour. Il y a du trafic d'or qui se développe. Donc, c'est un ensemble de trafics qui se développe, qui cherche à être perpétré, à s'ancrer, au fait,
dans nos parcs, le WLA Pendjari. Docteur? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion entre les actes de terrorisme, les actes criminels dans cette zone. Comme le colonel l'a dit, le contrôle de parcs, ça représente un enjeu important. Mais je répète encore une fois, comme on le dit dans les langues locales, si le lézard parvient à rentrer dans le mur, c'est qu'il y a eu une fissure dans le mur. Et c'est ça qu'il faut éviter, justement, les fissures qu'il faut éviter au niveau local pour que ces acteurs-là ne trouvent pas à s'infiltrer de manière pérenne. Il y a des actes criminels qui sont menés, mais comme je le dis encore une fois, il y a beaucoup de faits que vivent les communautés qui sont dans cet espace-là. On ne va pas forcément attendre que les groupes terroristes fassent des revendications, on veut ci, on veut ça, mais les communautés vivent des réalités et qui les poussent parfois à aller vers les complicités avec ces groupes, puisque ces groupes-là mettent en avant cette situation que vivent les communautés, qui sont réelles, et se montrent en justiciers parfois, ou se montrent en défenseurs donc, de leur cause. Et donc ça, c'est des éléments quand même factuels que nous avons notés sur le terrain et qu'on a vécu aussi dans le Sahel. Et ça se répète aussi dans nos pays, les conflits locaux, les difficultés économiques des populations sont des éléments, sont des instruments sur lesquels ces acteurs s'appuient pour développer leurs actions. Et partout où ils passent, la première des choses qu'ils font, c'est de rassurer la population. Nous ne sommes pas contre vous, nous sommes là pour vous protéger, nous sommes là pour vous défendre, nous sommes là pour défendre vos intérêts face à l'État. Et c'est des discours qui souvent passent dans les communautés parce qu'effectivement, les communautés sont régulièrement confrontées à ces situations. D'accord. Alors, colonel Faïzou, on va mettre un terme à ces échanges, mais avant, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents de soldats qui sont aujourd'hui au front pour nous protéger, nous tous, béninois, protéger notre territoire, et ces parents-là qui vivent au quotidien dans la peur d'apprendre un jour ou l'autre que leur enfant est tombé les armes à la main? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour les rassurer? Et à côté de ça, qu'est-ce que vous dites également aux populations? Je voudrais dire aux parents de militaires que leurs fils ont choisi de faire un métier difficile. Leurs fils ont choisi, nous tous militaires, avons choisi de nous sacrifier pour la nation. Et tant que notre armée sera ce qu'elle est aujourd'hui, un seul centimètre carré du territoire ne sera cédé à l'ennemi. Nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour que notre pays demeure un et indivisible. Nous sommes les seuls à recevoir des formations militaires. Nous sommes les seuls à avoir la capacité d'affronter cet ennemi. On ne va pas envoyer des civils. On ne vous enverra pas au front. On n'enverra pas le docteur, mais aussi au front. C'est nous qui avons été formés, entraînés, qui devons aller au front et nous y serons. Par rapport aux populations, qu'elles soient de Banikwara ou de partout ailleurs sur le territoire national, je voudrais leur assurer que les forces armées béninoises agissent dans le cadre des respects des droits et conventions, du droit international humanitaire, du droit de l'homme, mais également des règles de conduite du soldat en opération Mirador, édité en 2023 par le chef d'état-major général. Vous pouvez, s'il y a la caméra, elle peut venir zoomer, mais aussi des règles d'engagement. Donc, n'importe quoi n'est pas fait sur le front. Il y a des règles que nous respectons. Donc, nous protégeons tous ceux qui font des dénonciations et nous apportent l'information, contrairement à ce que le rapport allègue. Et au-delà, notre devoir est de protéger l'ensemble des citoyens béninois, qu'ils soient de Banikwara ou d'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire national, contre toutes les formes de menaces. Que la population soit rassurée, nous veillons au grain et comptons sur leur collaboration. Merci beaucoup à vous, colonel Faïzou Gomina. Vous êtes chef d'état-major de la garde nationale. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous éclairer sur ce qui se passe dans le nord de notre pays. Merci également au docteur Abdelaziz Mossi, enseignant-chercheur à l'université de Parakou, au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, spécialiste donc des questions d'économie criminelle, de radicalisation, d'extrémisme violent. Merci beaucoup à vous, messieurs.
messieurs. Vous passez une excellente journée de lundi et bonne semaine de travail. 5 sur 7 matin, on marque une pause.